La violence a donc longtemps été méconnue, je l'ai dit à plusieurs reprises, par les sciences sociales. Et du reste, lorsqu'il s'est agi de l'étudier, les anthropologues se sont demandé s'il était vraiment légitime de le faire, tant il était difficile de la cerner, notamment du fait que ce que certains voyaient comme tel n'était pas considéré de la même manière par d'autres, tandis que les sociologues étendaient la notion pour développer des concepts rendant compte de formes de domination qui se manifestent dans les corps sans être la conséquence de l'exercice de la force physique. Donc au moment où l'on commençait à s'intéresser à la violence, elle semblait échapper à l'entreprise de connaissance, soit du fait d'une relativisation, tout le monde ne voit pas la violence dans les mêmes faits, soit du fait d'une dissolution, l'excès de coercition n'est plus que l'une des variantes de la violence. Cette double précaution épistémologique, loin d'être un obstacle à la production d'un savoir sur la violence, en est la condition, je l'ai dit. Plutôt que de relativisation, il faudrait en réalité parler de perspectivisme, car il est nécessaire d'appréhender les logiques et les raisons des différences de point de vue sur la réalité de la violence. Et plutôt que de dissolution, avec cette extension, il faudrait plutôt parler d'approfondissement, car il est indispensable de ne pas réduire la violence aux seules administrations de coups, agressions sexuelles, interventions armées, sans pour autant, bien sûr, les négliger. Au fond, ne pas avoir une définition précise de la violence rend possible de la saisir dans toute sa complexité et sa diversité. C'est aller à l'encontre du sens commun qui fait que chacune et chacun d'entre nous pense comprendre ce qu'est la violence. Mais si la violence est entrée très tardivement dans le champ des sciences sociales et si elle s'est trouvée immédiatement mise en cause comme objet de recherche, elle a aussi loin qu'on dispose de traces du langage dans les sociétés humaines été présente dans la pensée des femmes et des hommes. Elle l'a été par le mythe, par le récit, par le théâtre, par la religion, plus tard par la philosophie, qui ont en commun d'avoir constitué un discours des origines de la violence. C'est ce discours que je vais maintenant explorer pour le mettre à son tour à l'épreuve. La violence, donc, est souvent liée au mythe des origines. Autrement dit, dans les mythologies, les origines de la violence et les origines du monde seraient intimement associées. Nous avons toutes et tous à l'esprit le tableau de Goya, Saturno devorando a un hijo, Saturne dévorant ses fils, initialement peint sur les murs de sa maison près de Madrid. L'œuvre sera plus tard transférée sur toile pour être exposée au musée du Prado. On y voit le titan Saturne, nom latin correspondant au Chronos grec, effrayant, les yeux exorbités et la bouche grande ouverte, tenant à deux mains le corps ensanglanté de son fils, dont il a déjà englouti la tête et la main gauche, dans une obscurité inquiétante que rompt seulement la blancheur du dos du jeune garçon, où sont plantés les ongles des doigts de son père. Cette scène bien connue est extraite de la mythologie grecque. Dans la Théogonie d'Hésiode, écrite au 8e ou 7e siècle avant notre ère, ce qui en fait la plus ancienne trace des mythes grecs de la création de l'univers, et de surcroît rédigée par un auteur qui a réellement existé, à la différence d'Homère. Donc dans cette théogonie, tout commence avec Chaos, puis vient Gaïa, la terre, de laquelle naît Ouranos, le ciel étoilé, par parthénogénèse, c'est-à-dire par reproduction sans fécondation. Des relations incestueuses entre la mère et son fils, entre Gaïa et Ouranos, naissent les 12 titans, mais aussi les cyclopes, monstres à un seul œil, et les 3 hécatonchires, géants à 100 bras. Par plaisir plus que par nécessité, le père de cette abondante progéniture retient ses enfants prisonniers, dès leur naissance, dans les profondeurs terrestres, désignés sous le nom de Tartaros. Pour se venger du traitement cruel qu'il aurait fait, Gaïa leur demande de punir leur père criminel
en apportant elle-même une faucille qu'elle a fabriquée dans un silex. Tous les titans sont terrifiés à cette idée, sauf le plus jeune, Cronos, qui accepte la mission. À la nuit tombée, il se jette sur Ouranos, son père, qui venait de rejoindre sa mère, et le castre avec l'instrument contendant qu'elle lui a confié. Les organes génitaux lancés dans la mer donneront plus tard naissance à Aphrodite, dont le nom vient d'ailleurs de ce qu'elle est née dans l'écume. Répandues lors de la mutilation, les gouttes de sang de ce dieu décidément bien prolifique engendreront les Érinies, déesses chtoniennes de la vengeance, ainsi que des géants et des nymphes. Devenu roi des immortels, Cronos viole alors sa sœur Rhéa, et de cette union contrainte naissent 6 Olympiens. Craignant de se voir un jour détrôné par l'un de ses enfants, comme son père le lui a prédit, il les dévore l'un après l'autre dès leur naissance, au grand désespoir de Rhéa, qui, avec l'aide de Gaïa, parvient à soustraire le dernier-né à la vigilance de Cronos, en lui donnant une pierre de forme allongée, emmaillotée dans un linge, qu'il dévore en croyant qu'il s'agit de son fils. Ce fils, qui sera donc élevé loin de son père, c'est Zeus, qui, par la ruse, parviendra plus tard à faire vomir à Cronos les enfants qu'il a dévorés. Ainsi, Héra, Déméter, Hestia, Hadès, Poséidon constituent-ils avec Zeus la première génération olympienne. La violence est donc pour les Grecs à l'origine du monde. Violence des pères contre leurs enfants et des hommes contre les femmes, avec en retour violence des enfants contre leurs géniteurs et des femmes contre leurs persécuteurs. L'emprisonnement, le meurtre et le viol sont au cœur de cette genèse. Il faut d'ailleurs rappeler que le récit d'Hésiode, qui s'est imposé comme fondement de la théogonie grecque, s'inspire d'un bien plus ancien mythe hérité de l'empire hittite dans l'actuelle Anatolie, au centre de la Turquie. Si les divinités naissent donc dans la violence, la mythologie n'est guère moins brutale du côté des humains, comme le montre l'histoire bien connue de la famille des Atrides, dont le Thyeste de Sénèque raconte l'infinie cruauté et l'Orestie d'Échille, l'interminable cycle de représailles. Ce sont le repas de Thyeste au cours duquel ses enfants lui sont servis à manger par son frère Atrée, la naissance d'Égiste, résultant du viol incestueux de la fille de Thyeste par son père, l'assassinat d'Agamemnon, fils d'Atrée, par son épouse Clytemnestre, avec l'aide de son amant Égiste, enfin le meurtre de Clytemnestre par son fils Oreste, qui veut venger son père, acte que j'ai analysé l'an dernier autour du thème de la vengeance. Toutes ces violences ne relèvent pas simplement d'un usage excessif de la force. Elles manifestent un excès de la violence elle-même. Un excès dans la violence en soi, non seulement par la combinaison de cannibalisme, parricide, matricide, infanticide et crimes sexuels, mais par la mobilisation d'un registre de monstruosité et d'atrocité qui est en rupture avec les valeurs les plus élémentaires du sens commun. La violence n'est pas simplement instrumentale, un moyen pour une fin, se débarrasser de possibles rivaux, venger un parent tué. Elle semble être également expressive, une jouissance pour elle-même. Et probablement aussi, du reste, pour le public, qui écoute les récits mythologiques ou assiste au spectacle théâtral. Fait remarquable, ces scènes extrêmes ont toutes pour cadre la famille, dans des configurations certes compliquées, famille des divinités primordiales, famille des humains maudits. Mais comment comprendre ces mythes? À quoi servent-ils? Le professeur d'histoire ancienne de l'université de Leiden, Henk Versnel, s'est précisément intéressé au mythe de Cronos, devenu Saturne chez les Romains. Comme il le rappelle, les anthropologues ont de longue date tenté de répondre à cette question en liant mythe et rite. Dans une formule assertive, l'anthropologue britannique de l'université de Cambridge, Edmund Leach, déclarait « Le mythe, dans ma terminologie, est le contrepoint du rituel. Le mythe appelle le rituel et le rituel appelle le mythe. Ils sont un et similaires. » C'était là, de son point de vue, tranché un débat remontant au début du XXe siècle entre ceux qui, tel James Fraser, l'auteur du Rameau d'or, affirmaient que
le mythe ne peut servir à expliquer l'existence des rituels, et ceux qui, tel Samuel Hook, spécialiste de la Bible, déclaraient au contraire que le mythe fournit le script des rituels, tandis que d'autres, comme Jane Harrison, l'une des fondatrices des études modernes sur la mythologie, insistaient sur la différence et la complémentarité entre les deux, le mythe étant du côté de la pensée et le rituel du côté de l'émotion, et d'autres encore, comme Walter Buckert, un classiciste, qui considérait les deux entités comme indépendantes. Autrement dit, pour utiliser une expression familière, which came first, the myth or the ritual? Selon Henk Versnell, qui parle de complexe mythe rituel, les deux composantes, bien que formées en même temps, entretiennent une relation complexe. Il faut d'ailleurs souligner, explique-t-il, qu'à côté de l'image négative bien connue du Chronos meurtrier et anthropophage, il y a chez Hésiode, comme chez d'autres plus tard, une représentation au contraire positive du roi des dieux, souverain juste et apprécié, dont le règne était caractérisé par la paix, l'abondance et le bonheur. En somme, à l'inverse des dictateurs sanguinaires contemporains, qu'on décrit volontiers comme étant de bons pères et de bons maris, ce fils d'Ouranos était cruel avec ses proches, mais bienveillant à l'égard de ses sujets. Ainsi que l'écrit l'historien Pierre Vidal-Naquet, ce Chronos, père de Zeus, est un personnage divin fort ambigu. Ce mythe s'est accompagné de pratiques rituelles anciennes, attestées par la présence d'un culte à Olympie et d'un temple à Athènes, l'un et l'autre en l'honneur de Chronos. Or, si le mythe était ambivalent, les rituels ne l'étaient pas moins. Les textes grecs font ainsi état de sacrifices à Chronos, dont certains s'accompagnent de la mort des martyrs, d'offrandes de sang et même de pratiques anthropophages, alors que d'autres sont au contraire sans victime, avec des offrandes de pain et de gâteaux que chacun, riche ou pauvre, peut venir manger, et même des festivités connues sous le nom de chronia, au cours desquelles les chefs de famille partageaient leurs repas avec leurs esclaves et faisaient avec eux des jeux, festivités qui pouvaient donner lieu à des débordements orgiaques et à Rhodes à des sacrifices humains. Cependant, demande le professeur d'histoire romaine du Collège de France récemment disparu Paul Venn, dans un livre célèbre « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» et on pourrait ajouter avec prudence « ont-ils adhéré à leur rituel ?» Pour s'en tenir au mythe, les Grecs ont-ils été convaincus que Gaïa et Ouranos, c'est-à-dire la terre et le ciel, se sont accouplés pour donner naissance aux titans, que le plus jeune d'entre eux, Chronos, a tranché le sexe de son père dont la semence répandue dans la mer a été à l'origine de la conception d'Aphrodite, qu'il a pris de force sa sœur Rhéa pour engendrer les Olympiens, qu'il a dévorés l'un après l'autre dès leur mise au monde, et finalement que seul son fils Zeus a survécu et lui a fait régurgiter sa fratrie? Et ont-ils été persuadés que le même Chronos avait été le roi des dieux, révéré et aimé, sage souverain d'un âge d'or au cours duquel la paix et la justice prévalaient, sans que la contradiction entre sa vie privée présumée et sa vie publique supposée ne les trouble? Évidemment, difficile de répondre à ces questions. Comment croire à moitié ou croire à des choses contradictoires, s'interroge encore Paul Venn. Croire à moitié serait croire que Chronos a bel et bien existé, mais qu'il n'a pas mangé, puis vomi des années plus tard ses enfants. Croire à des choses contradictoires serait croire qu'il est ce procréateur, violeur et géniteur meurtrier, en même temps que ce monarque divin, équitable et débonnaire. Comme le note l'historien, les auteurs grecs, qui constituent l'essentiel de son matériau d'enquête, ne sont eux-mêmes pas à l'aise avec ces questions. Ainsi, Pausanias, qui a écrit au IIe siècle une volumineuse description de la Grèce, reconnaissait-il presque à la fin de son œuvre en 10 volumes que pendant longtemps il n'avait pas cru aux mythes qu'on lui racontait et qu'il recueillait pourtant, mais que lors de sa visite en Arcadie, l'histoire de Chronos lui était apparue comme contenant une certaine sagesse. Plus elliptiquement, au Ve siècle avant notre ère, Hérodote, qui est l'auteur des Histoires en 9 volumes, affirmait que son devoir était de dire ce qu'on lui avait dit, ce qui ne lui imposait néanmoins pas de tout croire. Quant au public grec des mythes, dits par des poètes ou joués dans des théâtres, personne ne peut dire s'il croyait vraiment à ces récits. Mais si tel est le cas, faudrait-il s'en étonner? Un parallèle contemporain éclaire indirectement cette question.
Dans le cas du public états-unien, les sondages montrent en effet que près de la moitié adhèrent à la thèse créationniste, désormais réinterprétée comme intelligent design, selon laquelle il existe des preuves scientifiques attestant la création divine de l'univers, de la vie et des différentes espèces, tandis qu'une part similaire de la population se rallie plutôt à la théorie évolutionniste d'origine darwinienne, selon laquelle il existe une sélection naturelle des êtres vivants. Plus d'un tiers cependant de ces derniers, les évolutionnistes, pensant néanmoins que Dieu oriente cette évolution. Et il s'agit bien, dans le cas du créationnisme et de son avatar contemporain, Intelligent Design, de croyance en la véracité du récit de la Genèse, puisque près de la moitié des citoyens états-uniens pensent que Dieu a créé le monde en 6 jours et que les êtres vivants ont existé sous leur forme actuelle depuis l'origine des temps. On aurait donc tort de considérer la croyance dans les mythes des origines comme l'apanage d'un temps de la crédulité des peuples dont nous nous serions cognitivement éloignés, et ce d'autant que la créativité humaine sait habiller les anciens mythes avec de nouveaux atours plus légitimes, tels l'intelligence design qui affirme établir l'existence de Dieu grâce à la science. La question, donc, inlassablement débattue de savoir si le mythe a servi de trame créatrice pour les rituels ou si les rituels préexistaient au mythe, autrement dit, si le cannibalisme de Cronos a donné aux prêtres des idées de sacrifices humains ou si les sacrifices humains ont servi de prétexte à l'invention du cannibalisme de Cronos, est peut-être historiquement indécidable, mais surtout elle semble moins essentielle qu'une autre ainsi formulée. Que signifiait ce complexe mythe rituel pour la société grecque? Il est possible d'en proposer une hypothèse inspirée notamment de Henk Versnell et Pierre Vidal-Naquet. Le mythe de Cronos s'est constitué comme révélant une temporalité d'avant le début de l'histoire avec Zeus. Il représente une période préhistorique où régnait une forme de chaos, oscillant entre la dystopie de la transgression de toutes les valeurs morales, c'est le Chronos cannibale, et l'utopie d'un âge de paix et d'abondance, c'est le Chronos bienfaisant. Le rituel des Chronia participe lors de festivités annuelles à la consécration d'un bref moment de tolérance du désordre, avec l'abolition éphémère des hiérarchies sociales, le maître prenant ses repas et pratiquant des jeux avec ses esclaves, et l'illusion d'une exubérance des biens, la possibilité de s'alimenter et de s'amuser à volonté. Une sorte de division des rôles sociaux s'opère entre les deux. Le mythe est un discours que le poète adresse à une audience particulière. Le rituel est une pratique qui le traduit en actes et en affects pour un public plus large. Mais en même temps qu'ils ouvrent la possibilité d'un autre monde plus égalitaire et plus prospère, ils en referment l'éventualité concrète par la menace d'actes horribles, inconcevables et incontrôlables auxquels ils pourraient conduire. Le mythe et le rituel apparaissent ainsi comme des rappels à l'ordre, littéralement. Dans l'introduction d'un ouvrage sur les interprétations de la mythologie grecque, en réponse à la question préliminaire « Qu'est-ce qu'un mythe grec ?», l'historien néerlandais de l'université de Groningen, Jan Bremer, répondait avec cette définition modeste « des histoires traditionnelles pertinente pour la société ». La pertinence sociale est une notion intéressante. Dans le cas du récit grec des origines du monde, elle invite à penser la violence extrême qui le caractérise comme d'un côté ce qui a rendu nécessaire l'imposition d'un ordre social et de l'autre ce qui cependant continue de le menacer, d'où le rituel libératoire qui en relâche les contraintes un jour par an. Il est toutefois probable que dans la société grecque, cette pertinence sociale varie selon les groupes et se modifie dans le temps, mais on dispose de peu d'éléments pour l'établir. La mobilisation du mythe des origines n'est toutefois pas seulement une affaire du passé. Elle demeure dans les sociétés modernes et contemporaines, se modifiant en fonction des configurations historiques. Cependant, à la différence des mythes antiques, qui procédaient de traditions culturelles et cultuelles, les mythes modernes et contemporains relèvent souvent
de ce que les historiens Eric Hobsbawm de l'Université de Londres et Terence Ranger de l'Université d'Oxford ont appelé dans un ouvrage célèbre l'invention d'une tradition. Et cette invention doit être analysée moins du point de vue de sa pertinence sociale, en l'occurrence, que de sa fonction politique. Les mythes nationaux servent un projet nationaliste. C'est ce qu'a montré l'historien médiéviste états-unien de l'Institute for Advanced Study de Princeton, Patrick Gary, dans The Myth of Nations, The Medieval Origins of Europe, le mythe des nations, les origines médiévales de l'Europe. Il écrit sans complaisance: l'histoire moderne est née au XIXe siècle, conçue et développée comme un instrument du nationalisme européen, ce qui a eu pour effet de transformer notre compréhension du passé en une décharge de déchets toxiques remplis du poison du nationalisme ethnique. Il analyse ainsi comment ces mythes nationalistes tardifs ont permis, dans des pays morcelés comme l'Allemagne, de renforcer la légitimité de l'État, dans les pays centralisés comme la Grande-Bretagne ou la France, de produire une histoire unifiée négatrice des différences culturelles. Et au contraire, dans les pays pluriethniques comme les empires des Habsbourg et des Ottomans, de fonder les revendications indépendantistes des minorités. Significativement, la couverture du livre de Patrick Gary représente le baptême de Clovis à Reims, qu'a rapporté l'évêque Grégoire de Tours 70 ans plus tard dans son Histoire des Francs, chronique à vocation édifiante, dans laquelle l'épisode rémois sert à célébrer l'union prétendument fondatrice entre le royaume franc et l'Église chrétienne. Outre que la date de cette cérémonie, sur laquelle on ne dispose d'aucune source de spectateurs ou de commentateurs contemporains, demeure incertaine à 2 décennies près, sa signification à l'époque semble plutôt anodine, compte tenu du fait que le fier Sicambre, comme on l'appelait, n'était en réalité que l'un des chefs de guerre alors en activité, ainsi que l'a analysé Bruno Dumézil. Ce qui n'a pas empêché l'historiographie nationaliste française d'attribuer au roi de France le titre de « fils aîné de l'Église ». Sur la base de cet événement, et le président du Front National de l'époque, de faire de ce sacrement chrétien l'acte de naissance du peuple français. Un détail de cet héritage mythique est significatif. Sur le tableau de François-Louis de Juines, un élève de Giraudet, Clovis tient à la main une francisque, arme de jet utilisée par les Francs. Ce symbole, redessiné avec 2 lames symétriques quand il n'y en avait en fait qu'une seule, a servi d'emblème à des mouvements d'extrême droite tout au long du XXe siècle. Un ordre de la francisque gallique fut même créé sous le régime de Vichy par le maréchal Pétain. Environ 2000 personnes, dont Charles Maurras et François Mitterrand, en ont reçu la décoration. Lors de l'enquête que j'ai conduite pendant 15 mois au sein des brigades anticriminalité dans les quartiers populaires de la région parisienne, à cette hache franque, certains des policiers préféraient cependant un autre attribut de ses ancêtres revendiqués, le casque franc. Sur leur t-shirt noir, ils arboraient fièrement, sur la poitrine, un drapeau bleu-blanc-rouge, et dans le dos le mot « patriote » en lettres gothiques, avec ce casque accompagné aussi anachroniquement que significativement des chiffres 7, 3 et 2. Leur association correspond en effet à la date trompeusement célèbre de la trompeusement célèbre bataille de Poitiers, dont les élèves français ont longtemps appris à l'école primaire qu'elle était l'une des dates les plus importantes de l'histoire nationale, puisqu'elle marquait, disait-on, l'arrêt par Charles Martel de la conquête arabe ou musulmane. Voici comment ce prétendu haut fait d'armes est rapporté dans le populaire livre illustré « L'histoire de la France racontée aux enfants », qui est paru en 1959, qui a été utilisé par beaucoup d'enfants. Ayant décrit Charles, le maire du palais, comme un homme brave et rusé, et affirmé que les Arabes attaquent notre pays, avec une immense armée, les auteurs insistent sur le fait que, je cite encore, les Francs, moins nombreux que les Arabes, les défont cependant grâce au courage de leur chef. Or, cet épisode a une signification historique bien différente de sa reconstitution tardive
à des fins idéologiques. Non seulement le prétendu héros de la bataille était surtout considéré à son époque comme un chef de guerre prompt au pillage et spoliateur des biens de l'Église, mais surtout cette bataille, réputée cruciale pour l'histoire non seulement de la France, mais de l'Europe, de cette bataille, ni le lieu, ni les circonstances, ni moins encore l'importance ne sont avérées, au point qu'elle est d'ailleurs connue en anglais comme The Battle of Tours, la bataille de Tours, et que les sources la relatant sont rares, imprécises et partiales, telles les chroniques mozarabes rédigées par des moines espagnols pour résister à la présence musulmane. D'ailleurs, l'historien médiéviste belge de l'université de Gand, inspirateur de l'école des Annales, Henri Pirenne, y voyait un événement mineur au cours duquel les soldats francs avaient empêché une banale razzia plutôt qu'ils n'avaient interrompu une conquête. Et d'ailleurs, cette conquête se poursuivit longtemps, la Reconquista n'ayant véritablement commencé que 3 siècles plus tard. Ainsi, ce mythe français des origines de la relation au monde arabe et musulman est-il devenu, notamment à partir du XVIe siècle, alors que l'Empire ottoman s'étendait à l'est de l'Europe, puis au début du XIXe siècle, lorsque Chateaubriand écrit dans Le génie du christianisme que, je le cite, « Les morts que Charles Martel extermina justifient les croisades », l'instrument de fabrication d'une identité nationale franque, indissociable d'une altérité arabe et musulmane, nourrissant désormais la version héroïque du roman français et les préjugés du racisme et de l'islamophobie. Après la colonisation, l'immigration maghrébine fit renaître le mythe de ses cendres. Le 20 octobre 2012, le groupuscule d'extrême droite, Génération Identitaire, occupait brièvement la mosquée de Poitiers en déployant des banderoles « Souviens-toi de Charles Martel » et proclamant « Gaulois, réveille-toi, pas de mosquée chez toi », non sans une certaine confusion que vous aurez remarqué précisément sur l'identité des ancêtres supposés, les Francs n'étant pas des Gaulois. Il est d'ailleurs ironique que celles et ceux qui défendent aujourd'hui la civilisation occidentale contre la barbarie arabo-musulmane, terme qu'on entend fréquemment, invoquent un épisode auquel ce sont les barbares francs qui, lors d'une bataille mineure, l'ont emporté contre des soldats de la civilisation omeyyade. Mais au-delà de ce qui pourrait paraître comme une idiosyncrasie de l'extrême droite, les mythes français des origines, véhiculés au fil des générations jusqu'à une période récente par les manuels scolaires, participent pour une large part de la population, d'un côté à la construction d'une identité nationale, dans le cas du baptême de Clovis, et de l'autre à la construction d'une altérité rejetée, dans le cadre de la bataille de Poitiers, insinuant ainsi les germes d'un nationalisme et d'une xénophobie dont les fondements sont ethno-religieux. On pourrait d'ailleurs faire l'hypothèse, dans le cas français, d'une généalogie distincte de l'islamophobie et de l'antisémitisme. La première, l'islamophobie, étant forgée à travers des mythes nationaux, comme celui de la victoire du chef militaire franc contre les Arabes. Le second, l'antisémitisme, à travers des légendes urbaines, telles l'empoisonnement des puits et les meurtres rituels d'enfants dont on accusait les Juifs. Les mythes nationaux instrumentalisent le passé, les légendes urbaines manipulent le présent. S'agissant de ces réécritures de l'histoire, la France n'est nullement une exception. Dans de nombreux pays, de la Hongrie à l'Inde, partis politiques et gouvernements, notamment dans les droites identitaires, reprennent ou créent des mythes des origines pour fonder un roman national qui vise, selon les cas, à créer une unité, exclure des minorités, asseoir une souveraineté, légitimer une présence, voire justifier des massacres et des spoliations. Aussi bien que des individus, il a existé des époques mythomanes, affirme Marc Bloch dans son Apologie pour l'histoire, écrite pendant la Seconde Guerre mondiale, et il évoque notamment les générations pré-romantiques et romantiques. Et il ajoute « Les périodes les plus attachées à la tradition ont été aussi celles qui prirent avec son exact héritage le plus de liberté. Comme si par une singulière revanche d'un irrésistible besoin de création, à force de vénérer le passé, on était naturellement conduit à l'inventer. » Fin de citation. De cette dérive, les exemples ne manquent pas.
C'est ainsi dans la tradition biblique que les théoriciens du sionisme ont cherché les arguments pour légitimer l'immigration des Juifs en Palestine au XXe siècle, comme l'a montré l'historien israélien de l'université de Tel Aviv, Shlomo Sand, dans son livre publié en hébreu en 2008 et traduit en français la même année, « Comment le peuple juif fut inventé ». Je le cite, « Si toute écriture de l'histoire est porteur de mythes, ceux de l'historiographie nationale sont particulièrement flagrants. » Fin de citation. Le cas d'Israël est selon lui exemplaire, même s'il est loin d'être unique, et il cite d'ailleurs la France et ses tribus gauloises résistant à Jules César et sa généalogie chrétienne, illustrée par, à nouveau, le baptême de Clovis. L'historien israélien se souvient de la manière dont, lorsqu'il était enfant, les origines de son pays lui étaient racontées, et se nommant à la troisième personne pour éviter la singularisation de son propre cas, il observe « À l'école primaire, il a appris que les héros de la Bible ont conquis le pays qui lui a été promis. » Et il ajoute « La suite est connue, la conscience d'être un descendant de l'antique peuple juif est devenue non seulement une certitude, mais surtout une composante centrale de sa propre identité. » Pour lui, comme pour celles et ceux de sa génération et du reste des générations suivantes, le peuple juif avait été expulsé de Judée après la chute du Second Temple en 70 de notre ère, bien que les travaux historiques aient montré qu'il était en fait resté sur place après cette tragédie, et il s'était dispersé de par le monde en demeurant un groupe unique de la Mésopotamie à Rome, alors même que l'essentiel de la présence juive dans ces régions, comme un peu plus tard sur les territoires espagnols ou allemands, résultait de conversions locales au judaïsme. Mais ce récit de l'expulsion et de la dispersion a permis d'établir ce que Shlomo Sand appelle le mythe fondateur de l'exil, fournissant ainsi l'armature de l'identité ethnique des Juifs modernes, je le cite, et leur droit au retour prévalant sur le droit des Palestiniens présents sur place. Il raconte comment une vérité s'imposait à lui lorsqu'il était plus jeune, je le cite, « La terre lui appartenait donc bien, et non pas à cette minorité dépourvue d'histoire qui y était arrivée par hasard. » Le résultat de ce qu'il nomme une greffe mémorielle, puisqu'il s'agit d'une version officielle inculquée pour fonder le récit national, est que seuls les Juifs apparaissent légitimes en Palestine, les Arabes qui l'occupaient avant n'y ayant qu'une présence à la fois accidentelle et insignifiante, toujours selon lui. Et on retrouve cette idée, d'ailleurs, dans l'affirmation de la première ministre socialiste Golda Meir en 1969, selon laquelle les Palestiniens n'ont jamais existé. Citation. Et plus récemment, dans la déclaration du ministre des Finances d'extrême droite à Paris en 2023, je le cite, « Il n'y a pas de Palestiniens parce qu'il n'y a pas de peuple palestinien. » Ce type de discours qui nie l'existence du peuple, voire de la population elle-même, pour ne pas faire droit à l'étape prévue par les résolutions des Nations Unies 181 en 1947 et 242 en 1967, fait écho à une phrase souvent citée, encore que très approximativement, de l'écrivain britannique Israel Zangwill, tiré d'un article publié dans la New Liberal Review en 1901. Je cite cette phrase connue, « La Palestine est un pays sans peuple, les Juifs sont un peuple sans pays. » Et dans la Vulgate, aussi bien sioniste qu'anti-sioniste, une version apocryphe en a été tirée avec le leitmotiv destiné à légitimer l'immigration juive massive pendant la première moitié du XXe siècle. Je cite, « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. » Cette attribution et cette réécriture négligent toutefois le fait qu'ayant découvert un peu plus tard qu'une population arabe nombreuse et dense vivait en Palestine, Israel Zangwill, l'auteur de cette phrase donc, avait révisé son jugement, critiqué ceux qui affirmaient l'absence d'habitants sur cette terre et rejoint le projet d'un foyer national en Ouganda que proposait la Grande-Bretagne et qu'avait accepté Theodor Herzl comme solution au moins temporaire pour le peuple juif. Dans ce récit mythique des origines, comme dans bien d'autres, la violence est une composante essentielle. Je cite André Cacot, qui fut titulaire de la chaire d'hébreu et d'araméen au Collège de France. « Israël voit les débuts de l'histoire comme une série d'opérations guerrières. Et comme il le rappelle, tout commence, selon le livre de Josué, au IXe siècle avant notre ère, par l'installation des Israélites dans le pays de Canaan, l'actuelle Palestine, décrite comme une conquête parsemée de faits historiques et conclue par la destruction des ennemis. Cette narration biblique n'est pas confirmée par des éléments archéologiques, ajoute-t-il, mais elle montre une volonté précoce des premiers prophètes
de présenter l'image d'une nation en armes. Citation. Et de poursuivre. L'insistance des historiens deutéronomiques et sacerdotaux à décrire l'ancien Israël comme une organisation militaire théocratique révèle avant tout l'importance et la constante de la composante guerrière dans l'idéologie religieuse du judaïsme. Fin de citation. Cette vision se prolonge dans de nombreux conflits rapportés dans les livres prophétiques suivants, en particulier les livres des Juges et de Samuel. Pour le professeur d'études rabbiniques de l'université Brandeis, Reuven Kimmelman, les justifications talmudiques de la guerre sont de deux types. Elles peuvent être dites obligatoires, c'est-à-dire mandatées bibliquement, ou discrétionnaires, c'est-à-dire décidées par le législateur. Parmi les guerres obligatoires, on trouve dans le Deutéronome le conflit contre les Amalécites lors de la sortie d'Égypte, dans le livre de Josué, la conquête de la Palestine après l'écrasement des tribus de Canaan, et dans le livre de Samuel, le combat de David contre les Philistins. L'histoire récente montre cependant que, contrairement aux propos rassurants de ce spécialiste du judaïsme que je viens de citer, selon lequel les références à la guerre contre les Amalécites et la guerre contre les tribus de Canaan seraient désormais caduques, elles n'ont pas perdu de leur actualité en Israël. Après l'assaut meurtrier du Hamas, le 7 octobre 2023, elles sont même devenues centrales dans l'espace public israélien. Mais bien avant cette date, elles s'étaient normalisées dans les milieux politico-religieux d'extrême droite et même parfois dans le langage commun. D'une part, la guerre contre les Amalécites nomme l'ennemi archétypal d'Israël qu'il s'agit d'éliminer, et le spécialiste états-unien d'études juives à l'Université de Washington, Martin Jaffe, dans la revue Conservative Judaism, judaïsme conservateur, explique que le médecin israélien Baruch Goldstein, qui en 1994 a vidé le chargeur de son arme automatique sur 150 Palestiniens priant à Hébron dans le tombeau des patriarches, tuant 29 d'entre eux, a perpétré ce massacre le jour de la fête de Purim, au cours de laquelle on lit le récit de la vengeance des Juifs contre Haman, descendant d'Amalek. Et comme l'écrit Martin Jaffe, pour le meurtrier, de même que pour nombre de Juifs orthodoxes qui l'honorent aujourd'hui comme un martyr, les Palestiniens représentaient la semence, je le cite, la semence d'Amalek qu'il fallait éradiquer. Et d'autre part, la guerre contre les tribus de Canaan, que le texte sacré décrit comme une entreprise de destruction des villes et de leurs habitants, semble également avoir servi très tôt de modèle, puisque dans un article de la revue Critical Research on Religion, la spécialiste états-unienne de la littérature anglaise à l'Université de l'Illinois, à Chicago, Rachel Havelock, qualifie les fondateurs de l'État d'Israël de Joshua Generation, génération Josué, rappelant que le Premier ministre David Ben Gurion avait un groupe de lecture du livre de Josué, car, dit-elle, il voyait dans le récit guerrier biblique la base idéale d'un mythe unificateur de l'identité nationale. De ce récit, le langage conserve d'ailleurs la trace, puisqu'en hébreu, le mot signifiant l'occupation des territoires palestiniens dérive de celui désignant la campagne militaire de Josué, et le mot signifiant les colonies de Cisjordanie a pour racine celui désignant les installations dans le pays de Canaan, ce lexique établissant pour les colons, selon Rachel Havelock, un lien sacré entre les spoliations bibliques des terres cananéennes et les spoliations contemporaines des terres palestiniennes. Ces mémoires belliqueuses, l'une vengeresse, l'autre conquérante, ont été réveillées après les attaques de Hamas, mais préexistaient. Le 28 octobre 2023, le Premier ministre israélien enjoignait les militaires, je le cite, de se souvenir de ce qu'Amalek leur a fait, propos qu'il reprenait quelques jours plus tard dans un courrier également destiné aux forces armées, en ajoutant « C'est la guerre entre les fils de lumière et les fils des ténèbres. Nous n'abandonnerons pas notre mission tant que nous n'aurons pas vaincu les ténèbres. » Fin de citation. Or, la référence à Amalek s'associe dans la Bible hébraïque à un projet explicite. Dans le Deutéronome, d'abord, cette injonction « Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait sur votre route à la sortie d'Égypte, tu effaceras de sous le ciel la mémoire d'Amalek, tu n'oublieras pas. » Puis dans le livre de Samuel, cette adresse à Saül. « Maintenant donc, va frapper Amalek, vous devrez vouer par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point,
tu mettras tout à mort, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et moutons, chameaux et ânes. Enfin, toujours dans le livre de Samuel, ce reproche fait encore à Saül pour avoir épargné le roi des Amalécites et une partie du bétail. Le Seigneur t'a envoyé en expédition et il a dit « Va, tu voueras par interdit ces pêcheurs d'Amalécites et tu les combattras jusqu'à leur extermination. » Comme le montre l'enquête réalisée par l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, la URDIP, l'appel au génocide contenu dans les textes bibliques a conduit nombre d'exégètes juifs, désireux d'en éviter l'instrumentalisation, à en donner une interprétation non littérale et à rejeter toute caractérisation spécifique d'Amalek. Mais sous l'influence notamment du kahanisme, mouvement d'extrême droite créé par le rabbin Meir Kahan, un certain retour de l'invocation d'Amalek dans l'espace public s'est manifesté notamment après la guerre de 1967, avec comme incarnation les Palestiniens, qu'on accusait de vouloir détruire Israël et contre lesquels devait enfin s'exercer la vengeance appelée par Dieu. Progressivement, cette thématique s'est banalisée, en particulier parmi les colons et au sein de l'armée, mais également au milieu scolaire. Après le 7 octobre 2023, cet amalgame entre la population palestinienne et l'ennemi biblique, repris notamment par le président de l'université de Tel Aviv, rencontre un succès particulier dans le monde médiatique et la culture populaire, le morceau musical le plus écouté à cette époque promettant l'élimination des enfants d'Amalek, c'est-à-dire des Palestiniens. Dans le dossier déposé par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice le 29 décembre 2023 contre l'État d'Israël, les déclarations du Premier ministre sont invoquées à l'appui de l'intention génocidaire du gouvernement dans sa guerre menée à Gaza, de même que des chants filmés de soldats qui annoncent joyeusement leur devise, je les cite, « Il n'y a pas de civils innocents, il faut éliminer la semence d'Amalek ». Exemple extrême d'inscription de la violence dans les mythes fondateurs du récit national. Cet imaginaire de la violence, puisé dans les textes sacrés, n'est toutefois pas nouveau. Il a été mobilisé durant les premières décennies de l'existence de l'État d'Israël pour nourrir une mémoire héroïque, celle des guerres légendaires, favorisées par l'environnement hostile et les conflits répétés. Ce n'est que plus tard que la mémoire douloureuse, celle des persécutions et du génocide, s'y substituera comme un héritage sombre devant être revendiqué. Ainsi que l'écrit encore l'historien israélien Shlomo Sand, lui-même, je le cite, faisait partie de la génération pour qui l'histoire remontait directement de la Bible à la Renaissance nationale, à l'inverse de la pente fatale qui reliera plus tard l'exil à la Shoah. Si l'on retient donc cette succession d'une mémoire héroïque et d'une mémoire douloureuse, non pas nécessairement dans la subjectivité des individus sur laquelle on sait peu de choses, mais dans la subjectivation par le discours officiel qui lui est public, on peut noter que dans la période récente, et donc bien avant le 7 octobre 2023, une sorte de fusion s'est faite entre les deux mémoires, mythiques et traumatiques. Le Hamas est alternativement assimilé à Amalek et aux nazis par nombre de responsables israéliens, à commencer par le Premier ministre. La référence au Josué conquérant et destructeur qui a été utilisée par un vice-président du Parlement en 2017 pour justifier le choix offert aujourd'hui aux Palestiniens, disait-il, donc en 2017, comme hier aux Canadiens, soit de se plier à la loi de leurs occupants, soit de s'exiler, soit de se battre. Enfin, selon un sondage d'opinion de 2024, la comparaison sans cesse répétée entre le 7 octobre et la Shoah est acceptée par plus de la moitié de la population. Le récit biblique et l'histoire réelle se mêlent. Dans ce complexe mémoriel, une violence est toutefois absente, la Nakba, brutale expulsion de 750 000 Palestiniens arabes de leurs terres en 1948, dont l'historien israélien Benny Morris a établi dès 1988, par un travail d'archives pionnier, les massacres et les atrocités auxquels elle avait donné lieu. Cette étude, confirmée par plusieurs autres, allait à l'encontre du récit officiel sur le départ volontaire des résidents. L'invocation de la violence des origines scripturaires n'exclut donc pas la mobilisation de violences historiques subies et la dénégation de violences tout aussi historiques perpétrées. Ce mélange des genres mémoriels
participe de la création de ces imaginaires nationalistes qu'a analysé en 1983 l'historien irlandais de l'université Cornell, Benedict Anderson, dans son livre influent intitulé Imagine Communities, communautés imaginées. Le retour indifférencié au mythe et à l'histoire pour justifier la violence par la violence, tout en se dissimulant sa part la moins avouable, n'est assurément pas spécifique à l'idéologie nationale en Israël, même s'il y prend une forme extrême, aussi bien explicite, et même s'il y est particulièrement bien documenté. On pourrait évoquer l'Inde et le Japon, le Cambodge et le Rwanda, la Turquie et l'Allemagne, l'Angleterre et la France même, et bien d'autres pays, comme s'y emploie en 1999 le sociologue de la London School of Economics Anthony Smith dans Myth and Memories of the Nation, Mythes et mémoires de la nation, ouvrage dans lequel il défend l'idée que si le nationalisme est une idéologie moderne, il s'édifie souvent sur un récit forgé à partir de récits mythiques et de mémoires fabriquées. Un schème particulier de la construction de ces récits nationaux est devenu nationaliste, consiste en une sorte de cycle avec un âge d'or victorieux, suivi d'un déclin marqué par une défaite et conclu par une régénération. La naissance de la nation dans le discours nationaliste, ainsi imaginé, se nourrit donc d'une double genèse, l'une dans les temps héroïques, l'autre dans un temps victimaire. On a vu comment la génération des fondateurs de l'État d'Israël a puisé dans le fond biblique des conquêtes avec la figure iconique de Josué, et comment la génération suivante s'était réclamée du souvenir tragique de la Shoah. Dans le premier cas, la référence à des ancêtres héroïques contribue à la production d'un sentiment patriotique. Dans le second cas, l'invocation du sacrifice des générations antérieures confère aux suivantes une obligation morale. On sait qu'en anglais, la destruction des Juifs d'Europe est appelée non pas Shoah, mais Holocauste, c'est-à-dire sacrifice. Il faut donc, pour finir, revenir à cette dimension sacrificielle de la violence originaire. Elle est au cœur du célèbre essai « La violence et le sacré » que publie en 1972 le critique littéraire et anthropologue culturel de l'Université de Stanford, René Girard. S'appuyant sur une série d'exemples tirés de la littérature ethnologique, des textes bibliques et des tragédies grecques, la thèse centrale de l'ouvrage est que le sacrifice rituel permet de déplacer la violence qui menace le groupe vers un substitut qui sera mis à mort pour empêcher que cette violence ne se réalise. Je le cite, « La société cherche à détourner vers une victime relativement indifférente, une victime sacrifiable, une violence qui risque de frapper ses propres membres, ceux qu'elle entend à tout prix protéger. D'où la préférence pour le sacrifice des animaux, ou s'il s'agit d'êtres humains, de sujets considérés comme de moindre valeur sociale, comme le pharmakos de la Grèce antique, qui pouvait être un esclave, un criminel, un vagabond ou un infirme. L'auteur commente « On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout exutoire. Que la victime soit un bœuf, comme chez les Nuers, un bouc, comme dans la Bible, ou un être humain, comme l'Iphigénie immolée par son père Agamemnon, il s'agit toujours, dit-il, d'une substitution sacrificielle qui apaise les tensions internes. Et il poursuit, le sacrifice a une fonction réelle et le problème de la substitution se pose au niveau de la communauté entière. C'est la communauté entière que le sacrifice protège de sa propre violence, c'est la communauté entière qu'il détourne vers des victimes qui lui sont extérieures. Il faut donc parler de victimes émissaires, son expression. Le christianisme en fournit, selon lui, la version la plus radicale, puisque Dieu envoie son propre Fils pour rédimer les errements de l'humanité par sa mort sur la croix. Dans la liturgie eucharistique de la messe catholique, le Christ est appelé à 3 reprises par l'assemblée des croyants, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et la dernière incantation se termine « Donne-nous la paix ». Le sacrifice de Jésus est ainsi destiné non seulement à sauver l'humanité, mais à mettre fin à la violence sacrificielle, selon René Girard. Un élément est essentiel dans cette thèse, il y a une réalité de la violence primordiale. Elle n'est pas simplement dans les récits mythiques ou dans les textes sacrés,
elle a bien eu lieu. Il faut affirmer, souligne-t-il, l'existence réelle de l'événement fondateur. Et plus loin, on doit le considérer à la fois comme origine absolue, passage du non-humain à l'humain, et origine relative, origine des sociétés particulières. Il reconnaît pourtant le caractère spéculatif de cette affirmation, puisque, dit-il, la présente théorie, je le cite, la présente théorie a ce site paradoxal qu'elle prétend se fonder sur des faits dont le caractère empirique n'est pas vérifiable empiriquement. Mais c'est précisément pour lui ce qui fait sa force, car le fait que l'événement primordial soit inaccessible est déterminant. Je cite encore, pour retenir sa valeur structurante, la violence fondatrice ne doit pas apparaître. C'est la méconnaissance qui est, selon lui, au principe de toute religion. Argument qu'il reprendra et prolongera quelques années plus tard dans le livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde ». Il y revient notamment sur son idée princeps, développée dans ses premiers travaux de critique littéraire. Le désir est mimétique, il n'est pas mu simplement par la relation entre un sujet désirant et un objet désiré, mais il est médié par un troisième élément, autrui, qui joue le rôle de modèle. Il est le désir de ce qu'un autre désire, d'où s'ensuit une rivalité mimétique qui est à l'origine de la violence fondatrice, selon René Girard. La simplicité et l'universalité de cette thèse originale ont exercé un effet de séduction important sur un large public, y compris académique. Ce sont tout autant cette simplicité et cette universalité qui ont fait l'objet de critiques majeures. D'une part, une cause unique, finalement plus psychologique, voire psychanalytique qu'anthropologique, pour rendre compte de la pluralité des formes de violence originaires et de la nécessité d'une substitution sacrificielle pour y remédier, semble peu convaincante. Et d'autre part, une même logique s'appliquant mécaniquement et presque naturellement à toutes les sociétés en négation de leur diversité contredit les recherches en sciences sociales. Il n'en reste pas moins que, premièrement, la question de la violence fondatrice, telle qu'elle est présente dans les récits mythiques et les textes sacrés, demeure essentielle, à condition de ne pas la considérer probablement de manière trop littérale, comme s'y risque René Girard, mais de comprendre comment elle a pu être instrumentalisée dans divers contextes historiques, ainsi que j'en ai proposé l'analyse. Et deuxièmement, le thème de la victime émissaire, sacrifiée pour rétablir et consolider l'unité du groupe, reste pertinente, aussi bien pour comprendre les persécutions des Juifs dans le passé que pour saisir les brutalités exercées contre des minorités religieuses, ethniques ou raciales aujourd'hui, à condition toutefois, là encore, de les inscrire dans leur contexte politique, ce que René Girard choisit de ne pas faire, mais dont j'ai essayé de montrer l'importance à travers plusieurs études de cas. La thèse du désir mimétique et de la violence fondatrice pour rendre compte de l'existence du sacrifice dans nombre de sociétés s'oppose en fait de manière explicite aux théories anthropologiques qui, depuis la fin du XIXe siècle, se sont multipliées. La plus célèbre est probablement celle des anthropologues français Henri Hubert, directeur de recherche à l'École pratique des hautes études, et Marcel Mauss, professeur au Collège de France, publié en 1899 sous le titre « Essai sur la nature et la fonction du sacrifice ». Leur démarche est plus modeste et plus rigoureuse que celle que développera 3/4 de siècle plus tard René Girard. Plus modeste car les auteurs visent avant tout une description aussi précise que possible des caractéristiques formelles du sacrifice. Et plus rigoureuse car ils décident de limiter leurs matériaux d'investigation aux seuls textes sacrés bibliques et sanscrits, excluant donc les sacrifices grecs et romains dont les relations leur semblent moins bien documentées. Ce qui les conduit à la définition suivante. Le sacrifice est un acte religieux qui, par la consécration d'une victime, modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. La victime, qu'ils nomment aussi la chose consacrée, est donc ce qui met en relation le sacrifiant et la divinité. De cette caractérisation, la violence est absente, et le mot n'apparaît d'ailleurs jamais dans leur texte. Fait significatif, bien que les auteurs affirment que pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait altération, voire destruction de la chose consacrée, ce qui les amène à dire que l'offrande n'est donc pas un sacrifice, ils ne font pas référence, alors même qu'ils travaillent sur l'Ancien Testament, à l'histoire d'Abel et Caïn, les enfants d'Adam et Ève, pourtant évocatrice à cet égard.
En effet, pour honorer Dieu, le berger Abel effectue des sacrifices de ses animaux, tandis que l'agriculteur Caïn fait des offrandes de ses récoltes. Mais Dieu, ayant marqué son appréciation pour les premiers sacrifices des animaux et détourné le regard des secondes, les offrandes de récolte, Caïn, rongé par la jalousie, tue Abel. Selon Henri Hubert et Marcel Mauss, ce n'est donc pas la violence qui est au cœur du sacrifice, c'est le sacré. Plus exactement, c'est le double travail rituel de sacralisation et de désacralisation qui est central dans le sacrifice, alors que les buts poursuivis en sont multiples et hétérogènes, de l'expiation à la communion, de la consommation au rachat. Et la fonction, elle aussi, est double, car le sacrifice est à la fois une obligation imposée par la divinité et une gratification en retour pour celui qui l'accomplit. Le désintéressement s'y mêle à l'intérêt, observent les auteurs, qui ajoutent « Voilà pourquoi il a été si souvent conçu sous la forme d'un contrat ». Avec cette conception d'une relation contractuelle entre le sacrifiant et la divinité, on est bien loin de la violence fondatrice. 63 ans plus tard, le professeur au Collège de France, Claude Lévi-Strauss, lui aussi visé par la critique de René Girard, ne s'intéresse guère au sacrifice, mais ce qu'il en dit montre que l'enjeu est pour lui ailleurs. C'est la question du totémisme. Reprenant la discussion de l'anthropologue britannique de l'université d'Oxford, Evans Pritchard, qui expliquait comment, pour épargner un de leurs bœufs, les Nuers pouvaient faire le sacrifice d'un concombre, tout en accomplissant le rituel de la même façon et en assimilant la cucurbitacée à l'animal, l'auteur de La pensée sauvage note, je le cite, « En tant que victime sacrificielle, un concombre vaut un œuf un poussin une poule une chèvre un bœuf. » Ajoutant que cette continuité est cependant orientée. Faute de bœuf, on sacrifie un concombre, mais l'inverse serait une absurdité. Alors que dans le totémisme, il serait strictement équivalent. D'une manière plus générale, le fait qu'il soit possible d'introduire une substitution anodine dans la substitution sacrificielle, et la littérature ethnologique ne manque pas d'exemples de sociétés dans lesquelles on remplace un animal par un objet qu'il représente, dédramatise, en quelque sorte, le regard anthropologique sur le sacrifice. Pour conclure donc, l'anthropologie sociale de Henri Hubert et Marcel Mauss, d'Evans Pritchard et Claude Lévi-Strauss, auxquels on pourrait ajouter de nombreux travaux plus récents sur le sacrifice, ne valide pas l'anthropologie philosophique de René Girard, dont les ambitieuses intuitions trahissent les projections de sa conversion catholique alors qu'il élaborait sa théorie. Le sacrifice n'est donc probablement pas la bonne clé de compréhension des origines de la violence. Pour autant, il ne faudrait pas renoncer à appréhender la violence fondatrice dans les sociétés humaines. Les preuves écrites en sont trop nombreuses, comme on l'a vu, des récits mythiques aux textes scripturaires, des tragédies grecques aux chroniques médiévales, mais l'intérêt réside moins dans la réalité de ce que ces documents relatent, dont on sait qu'ils mêlent des faits historiques et des imaginaires fertiles, que dans les usages politiques qui en sont faits par différents acteurs, à différentes époques, avec différents objectifs, aujourd'hui par les extrêmes droites du monde entier pour leurs projets nationalistes. Chaque fois que cet imaginaire est mobilisé, il sert à légitimer des stigmatisations, des discriminations, des exclusions, et souvent des exactions contre des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur. En ce sens, la violence originaire dont j'ai parlé ici éclaire bien les violences contemporaines. Je vous remercie.